Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette masterclass. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec Hervé Di Rosa, puisque j'ai découvert son travail au musée du Quai Branly, effectivement, quand j'y suis arrivé pour diriger la recherche dans ce musée. Un des objectifs de la recherche au musée du Quai Branly, c'est de travailler sur les collections d'anthropologie du musée pour poser des questions scientifiques contemporaines. Et la question sur laquelle j'ai travaillé en tant qu'anthropologue, c'est celle des microbes, de la place des microbes dans les sociétés globalisées. J'ai surtout travaillé sur la grippe aviaire, mais vous pouvez penser à Ebola ou Zika, des microbes qui viennent souvent des tropiques. Donc on va envoyer la prochaine diapo. Et j'ai justement rencontré l'œuvre de Hervé Di Rosa pour une exposition qui a eu lieu au musée du Quai Branly. Donc c'était Modeste Tropique en 2014. Une exposition donc, où il présentait son travail d'art modeste. Donc le titre de cette exposition était une référence, une allusion à l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, paru en 1954. Claude Lévi-Strauss a fondé il y a 60 ans le laboratoire que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger. Et dans ce livre, il parlait justement de ces sociétés que les anthropologues rencontrent dans les tropiques et qui sont souvent ravagées par les maladies que les Européens leur ont transmises, la variole, le choléra. Donc Triste Tropique, c'était une méditation sur le savoir qu'on pouvait encore produire sur ces sociétés dans les années 60. Et il y a un léger décalage humoristique dans le passage de Triste Tropique à Modeste Tropique. Alors Claude Lévi-Strauss avait beaucoup discuté avec Jean Dubuffet sur l'art brut, ce qu'il appelait l'art brut, c'est-à-dire un art fait par des gens qui ne se présentaient pas comme des artistes, des artistes qui n'étaient pas lettrés, qui n'avaient pas la culture d'histoire de l'art, mais qui inventaient, qui bricolaient des formes tout à fait inédites. Et je crois que le travail d'Hervé Di Rosa est assez comparable. Il a d'ailleurs fondé, un peu comme Dubuffet, un musée d'art modeste dans lequel il présente non pas son œuvre, mais le travail d'autres artistes. Et les arts modestes, il le définira plus longuement que moi, mais ce que j'en ai retenu de cette première exposition, les arts modestes, on peut dire c'est les arts d'aéroport, c'est les objets qu'on trouve dans les lieux où ça circule. C'est des petits objets, des objets populaires, des objets souvent pas très chers, mais qui sont drôles, qui attirent le regard du visiteur et qui prolifèrent, qui sont très multiples. Et c'est cette prolifération qui m'a intéressé, et ce qu'elle dit de la globalisation dans l'œuvre d'Hervé Di Rosa. Une autre exposition que j'ai ensuite découverte, c'était en 2016-2017 à la Maison Rouge, où Hervé Di Rosa présentait là un plus grand nombre d'œuvres et sous le titre Plus jamais seul. Et là aussi, il y a cette idée de prolifération qui m'a beaucoup frappé dans cette œuvre, où là on voit à la fois une peinture d'Hervé Di Rosa et des objets qu'il a collectionnés, alors justement ces arts d'aéroport, ces trucs qu'on trouve dans les marchés un peu partout dans le monde. Hervé Di Rosa a beaucoup voyagé, donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous les anthropologues de discuter avec lui, parce que c'est vraiment un art global, mais aussi un art très diversifié, qui n'est pas du tout un art de la standardisation, qui varie vraiment en fonction des sociétés où il trouve ces objets. Et puis cette idée de jamais seul, c'est vraiment, ça résonne avec cette idée qu'on entend beaucoup aujourd'hui autour des microbes, en fait on contient à l'intérieur de nous tout un univers de microbes. Il y a un livre qui a été traduit en français de Ed Young, qui en anglais ça dit I contain multitudes, je contiens des multitudes, tous ces microbes qui ne sont pas forcément dangereux, mais qui cohabitent avec nous. Et je trouve que c'est assez résonnant avec cette image d'une œuvre qui contient comme ça plein de petits objets. Et donc en discutant avec Hervé Di Rosa pour préparer cette rencontre, il m'a appris qu'une de ses premières œuvres, une peinture sur toile qu'il a faite en 1986, c'était justement pour jouer sur le décalage d'échelle entre le petit et le grand. Et à l'époque, c'était juste cette question d'échelle qui l'intéressait. On voit que là, c'est pas vraiment figuratif, c'est vraiment pour explorer les potentialités de ces changements d'échelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a ensuite travaillé avec des microbiologistes à l'Institut Pasteur en 2017. Alors là, c'est des céramiques qu'il a faites pour une salle de réunion de l'Institut Pasteur, qui fait partie maintenant du musée Pasteur. Mais il a donc représenté des virus, des bactéries, des microbes, enfin des microscopes, des machines à distiller que Pasteur avait fabriquées pour représenter et voir les microbes.
Alors, ce qui m'intéresse dans ce dialogue, c'est que je travaille moi-même un projet d'exposition pour le musée du Quai Branly et puis peut-être pour d'autres musées, mais qui ne sera pas une exposition scientifique. Il y a eu ici des expositions d'ailleurs sur le microbiome. Mais qui en fait essaierait d'interroger la place de la microbiologie dans l'histoire visuelle, dans une histoire visuelle globale, c'est-à-dire dans la façon dont l'Occident s'est représenté les êtres qui nous entourent, par contraste avec les représentations que se font les autres sociétés. Autrement dit, l'hypothèse, c'est que à partir du XVIIIe siècle, la microbiologie a vraiment changé la façon dont on a perçu les êtres qui nous environnent. Et pour comprendre les problèmes qu'on se pose aujourd'hui avec ces maladies qui viennent des tropiques, comme Ebola, Zika ou la grippe aviaire, eh bien, il faut justement faire ce détour par l'histoire de l'art pour comprendre comment on peut représenter aujourd'hui notre rapport aux microbes. Alors le point de départ, c'est à nouveau Pasteur, à la fin du XIXe siècle, avec son microscope qui lui permet de voir les microbes et puis d'expérimenter sur eux, de les faire varier, de faire varier leur virulence. Et puis, un siècle plus tôt, l'inventeur du microscope, c'est Leeuwenhoek, qui était un portier. C'était quelqu'un qui avait vraiment des fonctions tout à fait ordinaires, mais qui par ailleurs avait inventé cette petite planche de cuivre qui lui permettait d'observer, alors d'abord la flore, sa propre flore buccale dans laquelle il a vu plein d'animalcules, et puis ensuite il a observé tout ce qu'il trouvait autour de lui, et il avait une correspondance avec les grands savants européens du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Leeuwenhoek, qui vivait donc à Delft, aux Pays-Bas, était l'exécuteur testamentaire de Vermeer. Et donc, il y a un parallèle entre l'émergence de la microbiologie, donc la possibilité de représenter les tout petits êtres qui nous environnent de façon très précise. Il y a bien sûr un autre grand savant qui s'appelle Robert Hooke, qui a fait la première micrographie avec les lentilles. Et puis Vermeer qui représentait avec sa camera oscura des dentelles, des robes, des objets qui venaient d'ailleurs du monde entier, avec une grande précision. Qui a vraiment bouleversé l'histoire de l'art. Or, ce qu'on sait moins, c'est que Pasteur lui-même a commencé une carrière de peintre quand il était à Belfort. Il avait 19 ans et il a peint sa mère, il a peint les dentelles de sa mère, il avait une peinture très, très réaliste. Ses parents jugeaient qu'il avait certes du talent, mais que pour gagner de l'argent, il ferait mieux de faire de la science. Donc il est allé à l'école normale et c'est là qu'il est devenu un grand savant avec les résultats que l'on sait, la découverte de la rage et de tout un tas d'autres maladies importantes. Or, entre ces deux dates, donc entre Leeuwenhoek et Pasteur, en fait, la microbiologie, le microscope, a déclenché toute une culture populaire. C'est-à-dire que c'est devenu un objet pour voir des tas de choses extraordinaires. Et vous voyez ici dans ces microscopes qu'on trouve au musée d'histoire des sciences de Cambridge, des musées microscopes, donc des lentilles qu'on faisait simplement pour voir tout ce qui passait. Vous avez un microscope en albâtre, vous avez des microscopes qui sont faits pour le prince de Galles. Et surtout, vous avez ces diapositives, ces planches en verre qui sont faites pour mettre dans les microscopes et qui contiennent des tas de choses extraordinaires qui sont d'ailleurs collectionnées, qui font l'objet de prix, qui sont mis dans des placards, dans des tiroirs, dans des petites boîtes qui sont elles-mêmes collectionnées dans des cabinets. Donc les slides, hein, c'est vraiment l'équivalent de nos diapositives d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était plutôt considéré comme des planches. Et voilà par exemple ces slides à l'époque. Alors ça c'est des diatomes, c'est des objets qu'on trouve dans l'océan, qu'on coupe, qui sont vraiment microscopiques, mais qui ont des formes tout à fait extraordinaires à l'intérieur. Et puis en même temps, on faisait des photographies, c'est l'émergence de la microphotographie dans les années 1840, avec là des représentations de la Vierge. Donc là aussi, on joue sur les échelles, c'est-à-dire qu'on représente dans l'infiniment petit des choses qui sont infiniment grandes et qui sont tout à fait sublimes. À la fin du 19e siècle, vous avez Ernst Haeckel, qui est un grand voyageur, peintre, fondateur aussi du monisme. C'était un grand diffuseur de Darwin et qui lui va aussi observer les formes des algues, des champignons, de tout ce qu'il trouve dans l'océan, dans la terre. Et donc il fait ce magnifique livre qu'on trouve encore aujourd'hui qui s'intitule les formes artistiques de la nature. Donc l'idée que la nature crée elle-même des formes et que le microscope nous permet de les percevoir. Vous avez aussi dans les musées français, dans les musées d'histoire naturelle, ce qu'on appelle des foraminifères, qui sont là aussi des grossissements en céramique de tas de petits objets microscopiques qu'on trouve dans la mer. Et ça, c'est très intéressant pour les biologistes aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois qu'on avait bien
cartographier les microbes qui nous environnent dans nos maisons, dans nos villes, eh bien les microbes de la mer sont une source de diversité infiniment plus grande. Et puis, au début du XXe siècle, vous avez un bactériologiste qui s'appelle Gabrichevski, qui fait les 40 premières années de sa vie de la bactériologie en Russie, à Paris, avec Pasteur, ensuite à New York. Et puis, il devient fou et il passe les 40 dernières années de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Et c'est Jean Dubuffet, justement, qui a découvert cette œuvre. Ça, c'est une œuvre qui est exposée à la collection d'art brut de Lausanne. Mais on pouvait voir également des œuvres de Gabrichevski dans une exposition à la Maison Rouge il y a quelques années. Le parallèle entre le travail de Gabrichevski et celui d'Hervé Di Rosa m'a tout à fait passionné. Et Gabrichevski est également le contemporain d'un peintre beaucoup plus connu qui est Kandinsky. Et Kandinsky, qui était un idéaliste, un lecteur de Goethe, qui pensait vraiment représenter les formes idéales de la nature, la critique qu'on lui faisait à l'époque, dans les années 20, c'est que sa peinture était un microscope où des microbes grossis 1000 fois. Et il détestait cette idée parce que, bien sûr, ces formes ne devaient surtout pas être contagieuses ou infectieuses. Et puis voilà, plus proche de nous, l'invention du microscope électronique dans les années 60-70, qui fait qu'on a eu ces images très frappantes qui ont circulé dans les médias. Alors en bas, vous avez Ebola avec sa forme en crosse de berger. Et puis en haut, de gauche à droite, le SRAS, le sida et la grippe aviaire. Alors le sida, c'est une image, moi, avec laquelle j'ai grandi dans les années 80. On pensait que le sida, c'était vraiment quelque chose de très méchant. Aujourd'hui, on peut vivre avec le sida, avec les traitements. Mais cette forme du sida, qui était vraiment issue du microscope électronique, était vraiment dans les films, dans les médias, considérée comme une des représentations du mal absolu. Et ce qui m'intéresse, et on va discuter de ça, c'est comment aujourd'hui on peut élargir cette histoire de la microbiologie, donc de Leeuwenhoek jusqu'au microscope électronique, de la flore buccale jusqu'au virus émergent, à partir des objets qu'on trouve dans les musées d'anthropologie. Alors bien sûr, les sociétés non occidentales n'avaient pas le concept de microbe, c'est-à-dire de quelque chose qu'on voit au microscope. Ils n'avaient pas de microscope. Mais par contre, ils ont représenté des tas d'êtres invisibles dont la cohérence permet de faire tenir le monde, si on peut dire. C'est pour ça que j'ai intitulé cette discussion Micro-monde. Comment est-ce que, à partir de la vision du monde d'autres sociétés, on peut repenser notre rapport aux microbes? Alors à gauche, vous avez le rêve de la fourmi. C'est une peinture aborigène. Donc, comme dans toutes les peintures aborigènes, ça raconte un trajet, le trajet du rêve. Et là, c'est le rêve d'une fourmi, c'est-à-dire un homme qui reprend le contact avec son prototype, son ancêtre totémique fourmi. Et puis à droite, c'est un cosmogramme Jain. Les Jain, c'est cette société indienne en Inde qui croit qu'il ne faut pas ouvrir la bouche de peur d'attraper une mouche. Hein, c'est-à-dire qu'en permanence, ils sont obsédés par l'idée de faire du mal aux petits êtres qui les entourent. Et ça dépend bien sûr d'une conception du monde dans laquelle tout est lié et tout est en rapport de compassion. Et puis enfin, voilà une boîte chinoise qui contient des insectes, qui est un très bel objet. Alors là, on peut décliner le thème des insectes, mais c'est très important parce que dans la plupart des sociétés, le mot pour microbe est le même que pour insecte. D'ailleurs, en anglais, c'est bugs. Hein. Donc, et aujourd'hui encore, si on veut se représenter le microbe, d'ailleurs, on pense aux moustiques, on pense aux mouches, on pense aux puces. Donc le fait que les sociétés chinoises, depuis très longtemps, aient construit des dispositifs pour interagir avec les criquets, en l'occurrence, mais avec tout un tas d'autres insectes pour les faire chanter, nous en dit beaucoup sur le microscope qui, lui aussi, à ce moment-là, ne serait pas une façon de représenter les choses telles qu'elles sont, hein, c'est-à-dire une représentation vraie du monde qu'il faudrait imposer aux autres sociétés. C'est souvent la tendance de la santé, ce qu'on appelle la santé globale, mais un dispositif de captation des relations avec ces autres êtres qui pourraient du coup être traduits dans ceux des autres sociétés. Voilà un dernier objet, c'est un piège à termites d'une société d'Afrique centrale, et à droite une natte de société Wayana de Guyane française qui est faite de plumes, de lin et surtout de guêpes qui sont donc posées sur la poitrine des jeunes initiés pour provoquer des transes. Donc là aussi des objets qui captent les relations avec les insectes.
j'ai fini ma présentation et donc je laisse la parole à Hervé Di Rosa pour réagir à ce projet que j'espère pouvoir réaliser un jour, peut-être avec lui. Ah, il faut que je réagisse maintenant. Oui, moi, j'ai toujours été passionné par l'infiniment petit, par tout ce qui touche à la biologie et tout ça. On en avait parlé. D'ailleurs, tout mon travail, il y a des résurgences. C'est toi qui a d'ailleurs vu toutes ces résurgences régulières qu'il y a dans ce travail. Et là, tout à l'heure, dans la conférence précédente, on voyait le décès de l'ADN, qui est la plus grande invention que ça, alors que ça n'existe pas réellement. Ce n'est pas physiquement, ce n'est pas comme ça, l'ADN, j'imagine. C'est une vue de l'esprit. Et donc, il y a toute cette création liée à toute l'histoire des sciences, et surtout des sciences de la biologie pour l'infiniment petit, moi, qui m'a tout le temps passionné. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai lien constitutif. Parce que qu'est-ce que c'est un artiste? Moi, quand je dis que je m'intéresse à l'art modeste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux marges. C'est-à-dire que je m'intéresse aux... Nous, en art, c'est comme vous, en science, votre éducation, elle est souvent monolithique. On nous explique l'histoire de l'art. Et bien sûr que je suis un résultat de cette histoire de l'art occidentale, principalement. Et c'est à nous, bon, moins aujourd'hui, je crois, dans les écoles d'art, moins aujourd'hui, j'imagine, vous aussi, dans les universités et les centres de recherche, on essaye d'être plus large. Mais moi, j'ai été un des premiers à regarder au-delà de notre continent, ce qui commençait à être fait, mais très peu. Par exemple, l'art contemporain africain au début des années 80 était inexistant. Il a fallu qu'on le fasse voir. Nous, au Musée international des arts modestes, on a été les premiers à faire des commandes à des artistes contemporains africains comme Isaac Bédi Kengeles, par exemple. Et on est toujours à chercher, je suis toujours à chercher des formes nouvelles, et donc d'essayer d'ouvrir les yeux, c'est tout. Il y a un microscope, c'est comme quand on regarde à l'extérieur du musée, on va au marché aux puces, on va trouver des formes exceptionnelles, aussi exceptionnelles que dans un musée. Et le microscope nous donne aussi des formes exceptionnelles à voir et à apprendre à utiliser, en fait. Parce que c'est quoi notre métier en tant qu'artiste? C'est d'inventer des formes qui naissent d'autres formes, finalement. Et toute l'histoire de ce que tu racontes, toute l'histoire de l'imagerie scientifique, en fait, c'est ça, moi, qui m'a toujours intéressé, c'est l'imagerie scientifique. Comment on représentait les maladies, comment on représentait toutes sortes de choses, comme l'infiniment petit, dont personne ne se doutait, parce que même Pasteur, je crois, a fait ses découvertes sans avoir vu les microbes et tout ça. Tout ça a été vu bien après, il les a vus bien après. Et donc, cette image, là où l'homme... En fait, c'est finalement ce qui m'intéresse dans ton projet, c'est finalement c'est la même idée que l'art modeste, et que Dubuffet aussi disait que l'art était là où on s'y attendait le moins, tu vois. Et moi, depuis très longtemps, je vais dans des marges formelles que sont les cultures populaires, que sont la bande dessinée, les marchés aux puces ou les marchands de jouets ou autres, ou n'importe quoi. Finalement, des choses qui sont fabriquées pas pour être art. Voilà, ce qui m'intéresse. Et là, parfois, il y a des surprises merveilleuses. Et je pense que toute l'imagerie scientifique qui n'a jamais été inventée pour faire art, qui a été inventée de manière utilitaire, pour expliquer, pour transmettre, pour développer, pour apprendre, là, il y a des inventions formelles qui me passionnent et qui, je pense, passionnent. Bon, on en a vu quelques exemples d'artistes, mais on pourrait voir plein d'artistes contemporains qui sont passionnés par ça, qui en parlent moins, mais qui sont passionnés par ça. D'autre part, il y a tout un nouveau genre d'artistes aujourd'hui qui travaillent aussi avec tout ce qui est biologique. Tout ce qui est biologie, il y a eu une exposition au Centre Pompidou il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui travaillent avec des araignées, par exemple, avec des microbes, avec des cellules cancéreuses, etc. Donc vraiment, cette liaison... moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'imagerie, en fait. Et je pense que notre propos, c'est plus à l'imagerie, parce que je pense que c'est l'imagerie qui fait avancer l'esprit. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand on voyait la conférence précédente, quand on voyait les différentes formes de représentation du cerveau, on s'aperçoit qu'il y a la forme vasculaire, la forme des relations synaptiques, etc., etc. Et qu'en fait, la forme générale, c'est qu'une vue, ça n'existe pas, c'est qu'une vue de l'esprit inventée par l'être humain, qui n'est pas un artiste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les images qui sont créées par des gens qui ne se disent pas artistes. Voilà, c'est ça l'intérêt que j'ai dans ce projet. C'est intéressant qu'on commence nos discussions sur les rapports entre art et sciences, parce que donc, si on parle de formation, moi, effectivement, j'ai une formation de philosophie. Alors, comme beaucoup d'anthropologues français, en fait, hein, comme Claude Lévi-Strauss ou Lucien Lévy-Bruhl, auquel j'avais consacré ma thèse. Et c'est vrai que quand, avec une formation philosophique à l'université, quand on vient à l'anthropologie,
Ce qui nous intéresse au début, c'est des idées, quoi. On veut tester si des idées qu'on apprend à l'université, ça marche dans les autres sociétés. Et en fait, ce que j'ai appris de Claude Lévi-Strauss, c'est que ce qui est plus intéressant que les idées ou les concepts, c'est les formes. Et parce que Lévi-Strauss, alors, il avait un père peintre, il avait toute une famille d'artistes, et puis il a fréquenté des artistes à New York dans les années 40, dont Dubuffet, Max Ernst, de Breton, etc. Et il s'est rendu compte que les formes, c'était plus intéressant que les idées, parce que ça varie, en fait. Et c'est pour ça qu'il a travaillé sur des choses qui sont un peu ennuyeuses aujourd'hui pour les anthropologues, qui sont la parenté, la mythologie. Mais parce que justement, là-dedans, il pouvait dégager des formes. Et puis les formes, il pouvait les faire varier. C'est la méthode comparée. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à travailler sur la grippe aviaire et puis toutes ces histoires de microbes émergents ou tropicaux, c'est justement l'immense variété des formes. Alors, c'est sûr que ça fait peur, les microbes. On se dit immédiatement, c'est lié avec la peur de la contagion, de la maladie, etc. Mais en fait, ce qui fascine les microbiologistes, c'est ça, c'est la forme. L'infinité, quoi. Et ils utilisent en fait le microscope comme une façon de produire des formes. Donc, en ce sens, c'est vrai que les scientifiques ne diraient pas qu'ils sont des artistes, parce qu'ils ont des objectifs à la fois de publier des choses vraies et puis éventuellement des choses utiles, quoi, qui peuvent soigner les gens. Oui, mais des gens qui font des petits objets pour voir dans les aéroports, ils se disent pas artistes non plus. Hein. Donc Ouais. finalement, pour moi, c'est assez parallèle, cette production d'images, parce que l'image, c'est le sens. Les idées sont souvent transmises par la langue. Et donc, quand on est ethnologue, etc., la langue, c'est quand même une grosse frontière. Elle n'exprime pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes traductions, etc. Alors que les images, je pense, même si les images sont complètement différentes d'une société à l'autre, je pense qu'elles sont plus en échange transmissibles. Et je pense que moi, je suis comme la plupart du grand public, du néophyte, je n'aurais jamais compris ce qu'était le sida ou n'importe quelle maladie si on ne m'avait pas fait voir une image. Comme je reparlais de l'ADN, c'est quand même une invention extraordinaire. Au niveau formel, l'ADN, c'est quand même extraordinaire d'avoir inventé ça. Alors que les scientifiques qui ont inventé cette image ne l'ont pas inventé pour l'image, ils l'ont inventé pour qu'elle serve. Et souvent, et c'est comme dans l'art brut, ce que Dubuffet toujours disait, souvent les images créées pas dans un but de rentrer dans l'histoire de l'art ou de faire joli ou de faire forme, etc., sont plus indispensables. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est Pistoletto le disait, un artiste, il doit faire des œuvres qui sont indispensables. C'est pour faire juste une peinture ou mettre au fond dans une maison, ça n'a pas de sens, quoi. Et je pense que avec l'imagerie scientifique, on se rapproche de la création d'images indispensables. C'est de ces choses-là que j'essaie de me rapprocher, quoi, d'essayer de faire une peinture, une sculpture, une installation indispensable et pas décorative. C'est ce qu'est l'imagerie scientifique. Et qui aujourd'hui développe des richesses extraordinaires, justement grâce au logarithme, parce que toutes les images qu'on a vues de cellules, c'est des choses, comme dans la conférence précédente, c'est des choses qui sont refaites grâce à des calculs. Il y a des données, il y a des fichiers, en fait, qui sont c'est pas des photos, hein, c'est réinventé. Et là, c'est encore plus extraordinaire, parce qu'on réinvente des formes. Il y a aussi beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent sur les données, sur les logarithmes, sur les images numériques, etc. Et là, on a des choses naturelles, entre guillemets, parce que c'est pas réellement naturel, parce que c'est re-regardé par nous, réinterprété par nous, mais qui sont d'une originalité, moi, qui me touche et qui m'intéresse énormément, quoi. Alors là, j'ai pas montré toutes les images de virus que j'ai dans ma propre boîte, mais juste pour décrire celles qui, moi, un peu façonnent mon imaginaire. Alors, c'est intéressant que tu parles de l'ADN, parce qu'un virus, j'ai montré donc là, ce qu'on appelle une capside, mais en fait, c'est un morceau d'ARN, donc d'acide ribonucléique, dans une capside. C'est-à-dire que justement, un virus, à la différence d'une bactérie, n'a pas d'ADN, il n'a pas des moyens de se répliquer par lui-même. C'est pour ça qu'il doit envahir une cellule pour utiliser le matériel nucléique génétique de la cellule, le noyau, pour se reproduire. Ce qui fait que dans les belles images qu'on fabrique aujourd'hui, et parfois même c'est des images animées, vous avez cette petite capside qui rentre par l'intermédiaire d'un récepteur dans la cellule, qui pénètre dans le noyau, et qui là se multiplie, et qui sort ensuite de la cellule, et qui se multiplie en virions, de telle façon que ça fait exploser la cellule. Et j'aime bien cette idée de prolifération pathologique, en fait, que la cellule engendre. C'est très alien, hein, la cellule engendre une prolifération qui la détruit. Et ça résonne avec tout l'imaginaire qu'on a aujourd'hui des maladies infectieuses mondiales.
Et je voulais t'interroger du coup sur cette idée d'art d'aéroport, parce que euh, pardon, l'aéroport justement, c'est le lieu où les virus circulent. D'ailleurs, quand vous êtes dans les aéroports maintenant, on vous dit Ou les grands magasins. voilà, ou les grands magasins, Et c'est parce les mêmes, que c'est parce que effectivement, vous avez des êtres humains qui passent très rapidement avec des corps à peu près similaires, et vous avez des tas de virus qui passent entre eux, ce qui fait que si vous venez de Chine ou du Brésil ou d'Afrique, vous pouvez ramener tout ça en Europe. Mais du coup, l'art d'aéroport, c'est à la fois donc des choses un peu standardisées, un peu du coup un peu C'est justement là, dégradées. le pauvre ethnologue doit se retourner dans sa tombe. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était justement les productions dévoyées. Les vrais ethnologues, comme Lévi-Strauss, depuis longtemps savent que les productions, que ce soit sur les continents non occidentaux, hein, sur le continent africain, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, sont faits pour les Blancs qui viennent. Et depuis très longtemps, on a cru que en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, les habitants là étaient assez abrutis pour juste qu'on leur achète les masques qui dansaient. Et pourquoi n'aurait-il pas imaginé, dès le XVIIe siècle, des masques qui fabriquaient pour aller vendre dans le Fortin, puisque les Blancs n'habitaient que dans des forts au bord de l'océan. Hein. Et l'art d'aéroport, c'est quoi? C'est des pratiques artisanales, traditionnelles, qui sont transformées pour être au goût d'un public international. Et alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que en fait, on retrouve les mêmes matériaux dans le monde entier, qu'on soit à l'aéroport de Hong Kong, de Mexico. On retrouve les mêmes matériaux, mais pas les mêmes images. Et donc, c'est là où on devrait s'interroger. Donc, c'est beaucoup plus important que juste des caricatures d'art ethnique du pays, etc. C'est beaucoup plus que ça. Ça a vraiment une fonction d'échange, et surtout, c'est une fonction de nécessité. Les gens qui font ça en vivent, quoi. Ils ont trouvé une manière de, avec les formes que leurs grands-parents fabriquaient, je ne sais pas, en bois ou en perles ou en tissage, ils arrivent à faire des micro-commerces, parce que souvent, ce sont des micro-industries qui fournissent ces aéroports. C'est jamais des grosses entreprises. Hein. C'est souvent des entreprises artisanales un peu importantes qui s'appuient sur une pratique traditionnelle qui, et par nécessité, inventent les choses pour survivre. Et ça, moi, je trouve que c'est très intéressant, puisque à l'aéroport, comme tu dis, on peut attraper aussi bien les microbes. Il y a des gens qui vendent les choses aussi pour survivre de cette manière. Alors qu'on pense que nous, tout de suite, notre réflexe occidental éduqué, sont des objets dévoyés par le capitalisme, l'Occident, etc. Et c'est des objets qui souvent sont beaucoup plus intéressants que ça, dans leur prolifération et dans leur manière et dans leur technique. Alors on retrouve par exemple des collages de sable sur carton. On peut retrouver aussi bien ça à l'île Maurice, qu'à Macao, que je ne sais pas où. Et ça, et là, il y a vraiment des recherches à faire là-dessus, parce qu'on se demande pourquoi, comment. Parce que c'est quand même fabriqué chaque fois dans ces endroits-là. C'est pas le made in China comme on voyait avant, où tout était en plastique. Là, c'est rarement des objets en plastique. C'est souvent des objets faits avec les matériaux du cru. Et ça, c'est intéressant. Alors ça rejoint le problème de la microbiologie, qui est celui de la copie en fait. C'est-à-dire l'art d'aéroport, c'est un art qui semble standardisé, alors qu'en fait c'est des copies qui dépendent toujours d'une forme locale. Et le problème finalement pour le goût du collectionneur d'art modeste, c'est de savoir à quel moment ces formes sont intéressantes et à quel moment au contraire elles sont, je dirais, pathologiques, c'est-à-dire qu'elles reflètent seulement une idéologie, une forme du marché un peu dévoyée. Oui, enfin, moi, c'est difficile à reconnaître les deux. Hein. Moi, je collectionne tout, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas me tromper, parce que souvent, on croit, par notre goût, notre éducation, notre intelligence, souvent, on pense faire des choix. Et je pense qu'en science, souvent, on a fait des erreurs comme ça, il me semble, souvent. Il y a en art, il y a en esthétique, souvent, on fait des choix et on laisse de côté plein de choses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces choses de côté sont intéressantes, quoi. C'est pour ça que cette idée d'art modeste, elle est venue d'où? Elle est venue parce qu'on en a des termes. On a des termes comme art populaire, art traditionnel, etc. Ça ne manque pas les termes. Mais il n'y avait pas de vision qui englobait aussi bien des objets fabriqués par des multinationales que des objets fabriqués par un groupe d'artisans ou un village pour survivre, pour vendre quelque chose. Ou des objets ou des images fabriquées d'une manière totalement marginale, underground, juste à destination de quelques initiés. L'art modeste regroupe tout ça, finalement, hein, parce qu'il n'y avait pas d'expression
pour rassembler tout ce genre de production où ce n'est ni le prix, ni la quantité qui est importante, mais un peu la marginalité formelle, je dirais, la marginalité formelle. Et on retrouve beaucoup dans cette production, beaucoup de choses qui doivent à l'imagerie médicale, scientifique et tout ça. On le retrouve régulièrement de partout. Il y a même une marque de jouets qui ont fait des virus en peluche, par exemple. Ça, c'est une collection très intéressante. Donc je retiens que l'art modeste, c'est un art de l'indispensable, de la survie, au sens où il y a effectivement des producteurs de formes artistiques qui ont besoin de copier. Je parle surtout de nécessité, souvent. Voilà. De nécessité, oui. Et alors ça fait aussi penser au fonctionnement de la vie, parce que finalement, une cellule qui refuserait d'intégrer des microbes est une cellule qui serait morte. Donc il faut que la cellule accepte toute l'information microbiologique qui lui arrive de l'extérieur, qu'elle les copie en prenant le risque que certaines d'entre elles soient des virus très pathologiques qui la fassent exploser. Ça, c'est un peu le problème de nos musées aujourd'hui, effectivement, où les musées essayent effectivement de collectionner le plus largement possible pour avoir la plus grande variété de formes possibles. Et puis, il y a un moment où ils explosent, mais là, on construit un autre musée. Oui, enfin, moi je pense pas. Je trouve que quand même nos musées, ils sont quand même assez, en général, surtout en Europe, surtout en France, ils sont quand même un peu fermés. Ils collectionnent un peu toujours le même nombre de choses, quoi, hein. Je sais que dans l'art contemporain, on a la maladie. Je ne sais pas si vous, dans les sciences ou à l'université ou dans les centres de recherche, vous ouvrez à des champs différents. Mais en art contemporain, je trouve qu'on est de plus en plus, au contraire de s'ouvrir. J'ai l'impression que ces choses se réduisent de manière drastique et pas au niveau géographique, puisque maintenant on a des artistes très connus, très fameux aussi bien en Asie, ce qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. Moi, quand j'étais allé aux arts décoratifs, étudiant à la fin des années 70, on pouvait savoir tout ce que l'art contemporain, tout ce qui se faisait en art contemporain, on pouvait le savoir, hein. Ça n'allait pas plus loin que l'Europe, les États-Unis, un peu l'Amérique latine et le Japon à peine. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'artistes de plus. C'est très difficile, mais finalement, on fait voir les mêmes choses, quoi, hein. C'est pour ça que moi, ce qui m'a intéressé avec l'art modeste, ce qui m'a intéressé avec ton projet, c'est que je m'intéresse toujours à ce qu'il y a à côté, parce que par contre, les artistes, eux, s'intéressent beaucoup quand on parle de l'art brut, quand on parle de l'imagerie scientifique, quand on parle des cultures populaires. Ça, les artistes, ils s'abreuvent de ça, ils se nourrissent de tout ça. Et pourquoi j'ai créé ce musée à Sète, le musée international des arts modestes, il y a une vingtaine d'années, c'était aussi, entre autres, pour donner à voir les sources. Parce que c'est très important. Souvent, très peu d'artistes citent leurs sources, hein. Et donc là, c'était très. Et là, je suis content aussi que tu fasses voir. Par exemple, Kandinsky, on le voit à côté de certaines images, et que c'est dingue le parallélisme qu'il y a, même si les microscopes n'étaient pas aussi perfectionnés à l'époque. Il avait anticipé ce qu'on allait voir dans le microscope. C'est ça qui est formidable. Et tu vois, je pensais, jusqu'à ce que je fasse ce projet avec l'Institut Pasteur l'année dernière, pour la salle des actes, je pensais que l'art était vraiment secondaire par rapport à la recherche. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir à ses côtés un bon médecin qu'un bon artiste, tu vois. Et ayant travaillé pendant 1 an ou 2 avec les chercheurs de l'Institut Pasteur, je me suis aperçu que les chercheurs, ils avaient besoin des artistes finalement, plus que de la recherche. Et ça m'a beaucoup, d'ailleurs même toi qui es venu me voir aussi, ça m'a fait changer d'avis sur des choses. Et je pense qu'il y a réellement des interconnexions et surtout des interconnexions dynamiques qui peuvent se passer. C'est pas juste une vue de l'esprit, un truc de mode, là, parce qu'il y a toujours des phénomènes de mode, l'art et la science, l'art et le ci, l'art et le mi. Mais là, j'ai réellement vu des gens qui faisaient des recherches quand même assez extraordinaires à l'Institut Pasteur. Tu conviendras que c'est des gens qui m'ont épaté des recherches qu'ils faisaient. Et c'était des chercheurs qui avaient besoin d'images, qui avaient besoin d'autres images, qui avaient besoin, pour eux-mêmes, générer leur image nécessaire à leur recherche. Et ça a été une découverte que j'ai vraiment fait récemment, que j'ai vraiment faite récemment. C'est vrai que les chercheurs en biologie produisent des images qui sont fascinantes avec les modèles informatiques dont ils disposent aujourd'hui. Mais c'est des modèles qui sont toujours orientés vers la décision médicale, vers la prise en charge sanitaire.
Et donc, s'ils veulent avoir une réflexion justement sur la diversité des microbes, qui est vraiment une question pressante aujourd'hui avec ce qu'on découvre sur le microbiote, ils ont besoin des artistes pour retrouver cet émerveillement devant les formes, pour essayer justement de se déprendre de la question strictement sanitaire de pointer et traquer les microbes pathologiques. Oui, tu as raison. Je vois pas ce que tu as raison. Ouais, puisqu'on arrive à un point d'accord, je vais peut-être laisser la parole au public. Vous avez peut-être envie de nous interpeller sur certains aspects de notre conversation. Mais c'est vrai que ce qui serait intéressant dans le projet que tu as, c'est vraiment d'arriver in situ et réellement à pouvoir comparer. Parce que souvent, tu vois, on le fait un peu dans la salle des actes à l'Institut Pasteur, que je vous invite à visiter si vous avez le temps. Il faut prendre rendez-vous dans le musée. Tu vois, j'ai essayé de... On peut voir des vrais microscopes et des images peintes par moi, etc. Et dans une exposition, dans ce projet que tu as... l'intérêt serait vraiment de confronter tu vois, des objets ethniques comme on en a vu là, de l'imagerie scientifique ancienne et contemporaine, parce qu'on voit les premiers dessins d'après le microscope qui étaient en noir et blanc, faits au crayon, etc., de manière précise, mais qui sont quand même très simples par rapport aux reconstitutions en 3D qu'on peut voir aujourd'hui. Ça, en parallèle de l'œuvre de pas mal d'artistes, ça peut être... Je pense ça peut vraiment donner une dynamique, parce que les expositions, comme je te dis, moi je ne peins pas juste pour peindre, il faut qu'il y ait une nécessité, sinon j'ai une vraie nécessité. C'est comme dans la recherche, je pense que la recherche existe parce qu'il y a une vraie nécessité de comprendre, de savoir, et les expositions existent pour ça aussi. C'est qu'il y avait une nécessité évidente à un moment donné de voir matériellement les choses ensemble, quoi. Parce que d'en parler, c'est une chose, mais ce que me disaient d'ailleurs les chercheurs à Pasteur, tu vois, de voir des fois des choses réelles, eux qui sont que dans de l'imagerie ou des calculs, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des calculs, hein, c'est beaucoup des calculs, des logarithmes, des trucs qui sont sur un ordinateur toute la journée à faire des expériences. Ça, c'est formidable de pouvoir à un moment donné toucher les choses. C'est superbe cette collection de petits objets là, de mer reconstitués. Ça me rappelle un truc que j'avais acheté au marché aux puces avant. Les dentistes, quand ils faisaient des études de dentaire, on leur apprenait à sculpter chaque dent dans du bois. Tu vois, dans les années 60. C'est un dentiste qui me l'a dit parce que j'avais trouvé ce truc, cet ensemble d'objets au marché aux puces. Et c'est formidable pour complètement comprendre son sujet. Ils sculptaient, ils apprenaient à sculpter. Aujourd'hui, ils le font plus, maintenant, ils le font en 3D à l'ordinateur. Mais ça donnait des objets extraordinaires, quoi. Des sculptures en bois. Vraiment, j'ai une collection extraordinaire. Et tout ça participe à l'avancement des choses. À mon avis, on ne sera jamais aussi important que les chercheurs, mais enfin, on essaie un peu de vous aider des fois. Merci beaucoup Frédéric Eck, Hervé Di Rosa pour ce regard croisé entre un scientifique et un artiste. Très intéressant. Je saisis la balle au bon. En effet, il nous reste vraiment quelques petites minutes pour poser une ou deux questions dans la salle. Il y en a déjà une ici. Madame. Bonjour, merci. Alors, quelle différence il y a entre l'art modeste et l'art pauvre ? Ah, oh, ça c'est facile. L'art pauvre, on appelle ça l'arte povera, c'est un mouvement italien des années 60. Voilà, avec des artistes comme Cornelis, Mario Merz, Pistoletto. Alors que l'art modeste, c'est pas un mouvement pictural, hein, c'est pas un genre. C'est pas l'impressionnisme, c'est pas l'arte povera, c'est pas l'art brut non plus, parce que l'art brut, il y a une définition très précise. L'art modeste, c'est une chose qui n'a pas de définition et qui autorise le regard à regarder d'autres formes que celles qu'on est souvent un peu obligé de regarder. Vous voyez, c'est un regard périphérique, en fait. Je pourrais le traduire par regard périphérique. Mais c'est surtout pas un genre artistique. Parce que dans l'art modeste, il peut y avoir des... C'est vrai que le mot modeste peut prêter à confusion. Ça peut être des choses petites et sans valeur, mais ça peut être des hôtels de Las Vegas, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas cette idée de rien, de pauvreté, de rien. Et d'ailleurs, les artisans, il y a beaucoup d'œuvres artisanales qui sont de l'art modeste, qui sont le fruit de plusieurs générations, qui sont le fruit de technologies particulières, etc. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout pauvres. Oui, bonsoir. Je vous ai répondu ? Bonsoir, messieurs. Je voulais vous poser une question par rapport au parallèle qu'on pourrait peut-être faire entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire que les artistes aident aussi, j'ai l'impression, tous les chercheurs en astronomie, astrophysique, à représenter
ce qui n'est que des calculs, et, des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, le trou noir, on n'a pas d'image réelle. Et ça a été représenté grâce à des artistes. Donc, est-ce qu'on peut justement faire ce lien infiniment petit, infiniment grand, la représentation, l'aide des artistes pour représenter ce monde? Ouais, il y a très longtemps, quand j'étais dans les années après-guerre, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Brick Bradford, une bande dessinée américaine qu'on a traduit comme un Luc Bras de fer. Et il y avait un truc fascinant. Il y avait une aventure où c'était le voyage au centre d'une pièce de monnaie. Et en fait, il avait un vaisseau qui devenait tellement petit qu'il rentrait dans la pièce de monnaie. Et en fait, il se retrouvait dans l'espace, finalement. Il se retrouvait avec des planètes, l'espace, etc. Vous savez, le truc où on réunit l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et nous, on parlait beaucoup de biologie avec Frédéric. Mais c'est vrai que moi, personnellement, toutes ces histoires d'espace, de galaxies, etc., m'intéressent autant, quoi. Vous voyez, c'est une imagerie. Mais c'est vrai qu'il y a une imagerie parallèle, en fait. C'est une imagerie fabriquée par des données mathématiques, mais aussi l'imagination des chercheurs et des hommes aussi. C'est pour ça que les chercheurs, ils ont besoin d'artistes qui ont de l'imagination, parce que je suis sûr que pour créer la chaîne d'ADN ou créer le virus du sida, ce n'est pas que des données mathématiques, ou même le trou noir, comme vous dites, ce n'est pas que des données mathématiques. Il faut aussi qu'il y ait une interprétation, une imagination, une vision. Donc, la collaboration est nécessaire, me semble-t-il, non? C'est ce que vous... Oui. Moi, tout ce que je peux dire là-dessus, parce que j'y ai pas beaucoup réfléchi, c'est que dans l'histoire des relations entre les sciences et les musées, le planétarium, ça a joué un rôle vraiment très important dans les années 30. L'idée qu'à un moment, on peut construire une salle dans laquelle on va représenter l'ensemble des étoiles. Là, le public est allé. Et au 19e siècle, déjà, le cours d'astronomie populaire, c'est vraiment un endroit dans lequel on explique au peuple que l'infiniment grand, c'est quelque chose qu'on maîtrise, que peut-être un jour, on pourra aller sur une autre planète, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Nous allons terminer sur l'infiniment grand. Donc, merci beaucoup encore à vous deux. On peut vous applaudir. C'était vraiment très, très intéressant.